Le Grand Style, c'est le podcast en forme de rencontre et de conversation. Avec des créateurs, des passionnés, des amoureux du beau, des nouveaux talents, des artistes. En quelque sorte, un voyage au cœur du style. Ce sont des entretiens au cours desquels nous cherchons à percer les secrets de leur réussite pour accéder au grand style. Le grand style avec Pierre Hermé aujourd'hui. Le grand style, selon Nietzsche, c'est cette idée que le style est ce qui reste de nous quand on a réussi à réconcilier nos contradictions, nos deux mondes, pour finir par n'en faire qu'un seul, nous, et devenir ce que nous sommes réellement, une forme de réconciliation de nos paradoxes. En gros, deviens qui tu es. Pour mieux comprendre comment acquérir son grand style, ou plus simplement encore connaître et imposer son style, quoi de mieux que d'écouter ceux qui y sont parvenus. Pierre Hermé, lorsque j'ai découvert cette expression, j'ai immédiatement pensé à vous, car il y a peu d'élus. C'est sûrement parce qu'avoir un grand style, c'est un parcours souvent initiatique. On va comprendre tout au long de cette conversation avec vous comment vous avez su imposer le vôtre dans le monde entier. Pierre Hermé, bonjour. Bonjour Sandrine. Où est-ce qu'on est ici ? On est à l'atelier de création de la maison Pierre Hermé Paris. Ouais. Et c'est un endroit où on fait tout le travail de création et de mise au point des produits avant de le diffuser auprès des chefs de la maison. Alors aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde dans cet atelier de création, mais j'imagine qu'habituellement, ou lorsque vous êtes dans des grands moments de création, il y a tous vos ouvriers autour de vous. Tous les jours, il y a 3 personnes qui travaillent ici sur cette mise au point de produits. Alors aujourd'hui, pour les besoins aussi de tranquillité de l'émission, le travail est plutôt consacré à des tâches de rédaction de recettes. Plutôt que de recherche de matières premières, plutôt que de faire. Alors on est ici dans un endroit qui est très lumineux, avec une immense verrière. Est-ce que vous avez besoin pour créer d'avoir un lieu qui vous inspire aussi ? En fait, non, j'ai besoin d'être... Il n'y a pas de moment privilégié, c'est tout le temps. C'est un état d'esprit permanent. Ouais. C'est comme une obsession ? C'est pas une obsession, c'est une façon d'être. Ouais. Pour moi, tout est sujet à réflexion et à création, donc j'ai pas besoin d'être dans un lieu particulier, dans un environnement particulier. Alors, je dis pas par là qu'il y a peut-être des ambiances où, quand on a le temps de prendre un peu de recul, bien sûr, c'est favorable aussi à la réflexion, et donc, mais sinon, c'est pour moi un état d'esprit permanent. Il y a un rituel dans cette émission, qu'on démarre avec vous d'ailleurs, qui est une question. À quoi avez-vous pensé ce matin ? Est-ce que vous avez pensé à un gâteau, un cadeau, un voyage ? Est-ce que vous avez pensé à quelque chose ce matin qui a été dans l'ordre de la création, justement ? Alors, j'ai pensé à quelque chose dans l'ordre de la création parce que j'ai réfléchi à des sujets de Pâques. Et donc... je réfléchis à des formes et à la combinaison entre ces formes et le goût. C'est toujours un peu chez vous, j'imagine, on va beaucoup en parler tout au long de cette émission. C'est très important d'avoir les 5 sens en éveil pour vous, j'ai l'impression. Oui, alors pour moi, le sens, les 2 sens, c'est à la fois la vue, le goût et le toucher. Donc il y a 3 choses. Et après, par contre, c'est vrai que l'ouïe intervient aussi. Et puis, en fait, pour moi, le goût, c'est tous les sens quasiment. Alors, pour pouvoir préparer cette émission, j'ai parlé à 2 personnes qui vous entourent, parce que j'avais envie, dans cette conversation, d'avoir des mots comme ça qui viennent et qui nous racontent le grand style de Pierre Hermé. On a commencé avec Soledad. Soledad, elle dit « Je ne mange pas ces macarons, je les gobe ». Elle dit aussi « J'ai demandé à Pierre Hermé de faire disparaître le macaron au caramel, car je ne savais pas m'arrêter d'en manger ». Vous générez de la gourmandise autour de vous, et cette forme d'humour de Soledad, qui est une illustratrice fantastique avec laquelle vous avez travaillé. Que j'adore. Ouais, et elle aussi. Qui a mis en valeur d'une manière humoristique et décalée les différents produits de la maison. Elle a créé des boîtes. C'est quelqu'un avec lequel j'ai une réelle complicité. Alors, les mots que j'ai retenus de Soledad, le premier, elle a parlé de votre humour. Elle a dit... C'est aussi ce que j'apprécie chez elle. Donc,
Elle a dit qu'elle a été avec vous pendant plusieurs mois dans votre atelier, pour dans votre faire un livre, laboratoire. pour faire un livre qui s'appelle Pierre Hermé et moi. Ouais. Et on a fait comme ça pendant, je sais pas, 6 mois, 8 mois, toutes les recettes du livre ensemble, ce qui nous a permis d'échanger et puis moi de me régaler de ses remarques de béotienne sur les gâteaux et elle de poser les questions les plus subtiles et parfois incongrues parce que son regard est décalé sur les sujets et j'ai adoré ces moments-là. Ouais. On s'est vraiment régalé à faire ce livre. Régaler, c'est un mot qui vous va bien, non ? Je crois. Est-ce que c'est l'humour, est-ce que c'est ce décalage de votre personnage aujourd'hui qui vous autorise à aller faire le gâteau d'anniversaire de Mickey ? Lorsqu'on vous pose cette question, vous vous dites pas je vais me retrouver au milieu de Mickey et à faire ce gâteau. Vous y allez spontanément ? Comment vous réfléchissez ces moments ? Pour moi, Mickey est un personnage public très connu de tout le monde, de la terre entière et donc populaire presque. Oui, populaire et en même temps, je trouve que de faire le gâteau d'anniversaire de Mickey, c'est presque un rêve d'enfant. Enfant, je lisais le journal de Mickey, donc je me suis pas dit peut-être un jour, je vais faire le gâteau pour Mickey. Elle a mis en opposition votre pudeur et votre timidité avec l'humour. Est-ce que c'est quelque chose qui vous caractérise aussi, mais qui est une signature aussi, Pierre Hermé ? Oui, pudeur ou retenue, certainement. C'est joli comme mot, retenue. Oui. C'est un beau mot. Et donc, j'aime plutôt réfléchir avant de me prononcer. Donc ça... Ce serait bien qu'il y ait plein de gens comme vous, non ? Enfin, davantage en ce moment. Moi, je dis toujours que dans le mode de fonctionnement, je suis plutôt diesel. J'ai besoin de temps de réflexion pour pouvoir m'approprier les choses et ensuite retranscrire, en faire quelque chose de différent et me les approprier. Quand j'ai démarré cette émission, j'ai parlé de Nietzsche qui disait le grand style, et très peu de gens ont le grand style, c'est cet accord de nos contradictions, de nos paradoxes, c'est deviens ce que tu es. Est-ce que vous êtes devenu Pierre Hermé parce que tout petit déjà vous étiez tombé dans la potion magique comme Astérix et Obélix en ce moment ils sont d'actualité ? Dans la vie, il y a différentes phases. Et effectivement, dans mon métier, il y a eu la phase d'apprentissage où j'ai essayé de refaire ce que j'apprenais, où j'ai essayé de comprendre et de maîtriser ce qu'on m'apprenait. Ensuite, il y a eu une phase où j'ai envie de faire des choses par moi-même, avec parfois des choses plus ou moins heureuses. Et puis après, il y a un stade où on trouve son propre style et la manière dont on a envie de s'exprimer. Et donc, du coup, on atteint un stade de maturité où on est plutôt dirigé par le sens, par le sens qu'on apporte aux choses, plus que par le faire. À quel moment vous avez senti que vous étiez dans votre style ? À quel moment ? Après des échecs ? Au contraire, un gâteau très réussi ? Je ne sais pas identifier le moment parce que c'est pour moi complètement inconscient. Mais je ne sais pas le fixer à une époque ou une date. C'est un cheminement permanent et je pense que le style, mon style dans le travail évolue encore aujourd'hui. Quand j'ai parlé avec Soledad, on dit aussi que Pierre Hermé, c'est le Picasso de la pâtisserie. Alors elle s'est un peu révoltée contre ça. Elle a dit non, parce que Picasso, j'adore ses dessins, j'adore sa peinture, j'adore ses créations. Mais le personnage, non, Pierre Hermé, il est totalement en phase entre ce qu'il fait et ce qu'il est. C'est rare, c'est ça le grand style aussi, non ? C'est la vie de Soledad auquel je suis sensible et qui me touche, mais j'essaye de suivre un cheminement et d'être moi-même. Donc effectivement, si ça se voit de cette façon-là, je suis plutôt content. Mais en même temps, c'est mes envies, je pense que ce style, il évolue en permanence. J'aime pas être figé justement dans un style. Par contre, il y a toujours un fil conducteur dans mon travail qui est le goût. C'est toujours
ce qui vient en premier, et toute ma réflexion est guidée autour de ça. Avant la vue, avant ce que vous allez ressentir, c'est toujours ce qui va passer par votre palais, c'est-à-dire le goût. Oui, toujours. Parce que mon métier, c'est de faire à manger, c'est pas de Oui. donner à regarder. Oui. Donc, alors bien sûr, il y a beaucoup de design dans votre pâtisserie. On goûte les gâteaux d'abord avec les yeux, mais quand on dit avec les yeux, c'est pas décorer, c'est rendre appétissant. Pour moi, c'est le premier contact que j'essaye d'apporter aux gens qui regardent les gâteaux, c'est appétissant. Ça fait saliver, quoi. C'est ça que j'essaye de provoquer. Et puis ensuite, quand on goûte, je fais en sorte que ce soit bon, qu'on ait du plaisir, que ça ne laisse pas indifférent, que ça emporte. Voilà, les gens. que ça leur procure des émotions. Le nom d'un gâteau, c'est tarte infiniment noisette. Oh mon Dieu. Elena, oh non, Vénus. Oh non, pas non. Et moi, il y a une chose que j'adore, et ça va être la période là, et on est encore en plein dedans, c'est votre galette des rois. Je crois que je peux mourir pour manger une galette des rois ou la manger sur la tête d'un pouilleux, comme on dit. Je trouve qu'il y a toute cette quintessence du travail de Pierre Hermé, c'est-à-dire à la fois le goût, bien sûr, la vue extraordinaire de cette galette. Je ne sais pas pourquoi elle est si différente des autres à la vue uniquement, et le croquant de la galette des rois de Pierre Hermé. Croquant, croustillant. Oui, croquant. Croustillant, c'est le mot. Je ne sais pas tout à fait croquant. Le croustillant de la pâte feuilletée, c'est très important dans la galette. Et en fait... Ah, ce croustillant. J'en ai loin à la bouche. Cette année, la galette, elle va être doublement croustillante parce qu'il y a le croustillant... Vous pouvez pas me faire ça. Il y a le croustillant de la pâte feuilletée, et puis le moelleux de la crème d'amande au citron, et le croustillant du praliné, de la fine couche de praliné qui est à l'intérieur, qui elle est aussi croustillante. Donc ça va être over croustillant, ça va être supra croustillant, et du coup on va redoubler d'émotion en goûtant la galette. Ça y est, je croustille. Pour terminer, un mot de Soledad qui caractérise tout à fait votre personnalité. Elle a parlé de la générosité. Bien sûr, la générosité dans ce que vous êtes, mais aussi de ce que vous êtes avec les gens qui travaillent autour de vous. Elle a dit pendant les mois où j'ai passé du temps à travailler avec Pierre Hermé, je l'ai vu se comporter avec ses apprentis, avec les gens avec qui il travaille de façon extraordinaire, à l'écoute toujours, et aussi dans l'idée de pousser les gens à être toujours meilleurs. Ça aussi, ça caractérise votre caractère, d'après Soledad. En fait, dans nos métiers, il y a des choses qui sont très importantes. Ça s'appelle la transmission. La transmission dans les métiers de l'artisanat, c'est vraiment d'une importance capitale. C'est ce qui permet au métier d'exister, de continuer à exister et de se perpétrer. Donc, ce que j'essaye de faire avec les gens qui travaillent dans la maison, c'est de leur transmettre un savoir-faire, un style, un état d'esprit, un mode de vie et de fonctionnement dans le travail. On dit que vous êtes un des seuls pâtissiers à tout de suite à donner vos recettes lorsque vous avez créé un gâteau. Pour que ce savoir-faire soit transmis, justement, il faut communiquer. Et communiquer, c'est communiquer bien sûr les techniques, mais aussi la recette, parce que la recette, c'est qu'un petit bout d'une chaîne qui est un peu plus large que ça. Ça commence par la recette, mais après, il y a le savoir-faire, les détails, les moyens matériels, les moyens en matière première et les moyens humains qui font qu'on est capable de reproduire une recette ou pas. Donc, et de la reproduire tous les jours le mieux possible et de la même façon. Ce qui n'empêche pas, sur un temps donné, de faire évoluer cette recette, mais en même temps, pour moi, c'est la clé, c'est de savoir faire reproduire tous les jours les gâteaux de la même façon. Et pour ça, il faut communiquer, il faut partager les recettes, il faut qu'elles soient connues.
de tout le monde. Magnifique. Alors pour continuer dans cette logique des mots et mieux vous comprendre, j'ai appelé aussi Jean-Michel Durier. Jean-Michel Durier, c'est un homme exceptionnel, tout comme vous, puisque c'est un nez. Ils sont 600 dans le monde à être des nés. Il fabrique des parfums. Il fabrique ses propres parfums, d'ailleurs. C'est un métier fabuleux. Quand je lui ai dit, mais quels sont les mots qui caractérisent pour vous Pierre Hermé, il a dit tout de suite « infiniment ». C'est un mot qui revient très souvent. Alors, c'est d'ailleurs le mot de plusieurs de vos gâteaux. Quand vous parlez d'une pâtisserie, vous dites souvent infiniment. C'est un mot qui vous caractérise. Alors, dans ma façon de travailler, il y a plusieurs angles. Ça veut dire qu'il y a un angle très simple qui consiste à mettre en valeur un seul ingrédient de la meilleure manière possible, bien sûr, à mon sens. Et donc, c'est ça que j'ai appelé infiniment. Alors, j'ai commencé à réfléchir de cette façon-là, de manière inconsciente. Et à un moment donné, je me suis dit, quand j'ai créé la tarte infiniment vanille... Non, pas elle. Donc, ça date de 2005, 2006. Je me suis dit, c'est intéressant parce que quand le goût est poussé à son paroxysme, c'est donc que c'est infiniment vanille. Et d'où le nom de cette tarte. Et c'est puis devenu infiniment bon, du coup. Et du coup, je me suis attaché à travailler de manière vraiment consciente sur un goût que j'essaye de sublimer. D'autre part, il y a une autre façon de travailler qui consiste à créer des associations de saveurs. Parce qu'on peut créer sur une saveur unique et on peut créer en associant différentes saveurs. Et donc, la plus connue des associations de saveurs que j'ai créées s'appelle Ispahan. Ensuite, il y a Satine, Envie, comment Plaisir sucré. Enfin, il y en a comme ça un certain nombre. Et là, c'est une association de saveurs qui est créée sur un produit. Ça peut être très bien un gâteau, ça peut être un macaron, ça peut être un chocolat. Que ensuite, je reprends et je retravaille sur d'autres familles de produits. Par exemple, l'Ispahan, à l'origine, c'est un gâteau. C'est devenu un cake, une confiture, c'est devenu une glace, c'est devenu un cocktail, c'est devenu une boisson, un latte Ispahan. Donc, c'est à chaque fois, il y a la nécessité de réinterpréter l'association de saveurs parce que le dosage des ingrédients et les équilibres ne se jouent pas de la même façon dans un cake que dans un croissant, que dans un gâteau. Et ça, ça fait partie du style. Et du grand style, Pierre, du style de mon travail. Ouais. Et alors, quand vous créez l'Ispahan, parce que c'est, on va dire, celui qui est vraiment votre signature, que vous avez décliné, je vais faire une comparaison, peut-être que vous allez me trouver complètement idiote, avec Hermès. Hermès, un jour, ils ont lancé un sac, une forme de sac, et puis après, ils l'ont décliné dans plein de choses, enfin, dans des couleurs différentes, dans des tailles différentes. J'ai fait la même association, en fait, en vous entendant parler de cette saveur et de l'Ispahan. Quand vous inventez l'Ispahan, quand vous créez l'Ispahan, vous partez de quoi? Du litchi? Le premier déclic de l'Ispahan, c'est la découverte du goût de la rose à travers la cuisine bulgare. Et puis, un premier gâteau en 87 qui s'appelait Paradis, qui était rose et framboise. Ce gâteau a eu un succès tout à fait relatif, mais j'ai toujours considéré que le gâteau était bon et intéressant. Et puis, j'ai travaillé en 97, j'avais envie de faire un gâteau un petit peu différent. J'avais envie de faire un gâteau qui soit plus structuré au niveau des textures. Et entre-temps, j'avais découvert que le litchi avait des parfums de rose. Et donc, j'y ai associé rose, framboise et litchi. Et c'est comme ça qu'est arrivé l'Ispahan. Et à partir du moment où l'Ispahan a été sous forme de ce gros macaron avec dessus une pétale de rose, c'est devenu le gâteau emblématique de la maison et avec le succès qu'on connaît. Qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Toujours Jean-Michel Durier dit obstination.
Il parle de votre obstination. Je pense on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'il parlait de vous surtout depuis que vous êtes enfant, depuis l'âge de 14 ans. Cette obstination à créer des gâteaux, créer du bon. Dans les mots que vous employez depuis tout à l'heure, vous parlez d'envie, vous parlez de plaisir, vous parlez d'infiniment. Tous les mots que vous utilisez même pour vos gâteaux ont un sens. Vous avez ça, j'imagine que vous l'avez bien remarqué chez vous. Alors, la pâtisserie est un art un peu plus précis que la cuisine, ou qui laisse plus place à l'improvisation. Moi, si je veux que mes gâteaux soient réalisés de la même façon à Paris, à Tokyo ou ailleurs, j'ai besoin d'un fil conducteur et que les modes opératoires soient suffisamment précis pour être reproduits fidèlement. Et donc, j'ai besoin de qualifier de manière précise les choses. Ouais. Et vous avez dit c'est un art. Vous avez parlé de la pâtisserie, vous avez dit c'est un art. En fait, le métier de pâtissier est un métier artisanal. La dimension créative est pour moi une expression artistique, oui. Donc parce que ça correspond à ce que je suis, à ce que j'ai envie de transmettre, de faire paraître. Vous avez, depuis tout petit, installé votre infini. Il y a infiniment et il y a votre infini. Il y a l'infini Pierre Hermé. C'est magique, ça, dans une vie de créateur. En fait, de créer des produits qui ensuite sont repris par d'autres, je trouve ça intéressant parce que c'est à chaque fois un hommage. Et souvent, on me demande, est-ce que ça vous dérange qu'il y a des gens qui copient votre gâteau ? Je dis non, c'est un hommage. Parce que comme j'en crée toujours de nouveaux, pour moi, c'est pas une préoccupation. Alors, on continue dans les mots, justement. Jean-Michel Durier, toujours, je le répète, qui est un né. Ils sont 600 dans le monde. C'est tellement fabuleux d'avoir pu lui parler. Oui, mais Jean-Michel, il est unique. Ah oui, il est fantastique. Hein. J'ai passé un long moment au téléphone avec lui. Et vraiment, il est extrêmement brillant et il vous aime beaucoup. Et il est unique, sûrement, oui. Il a parlé de votre modernité. Il a dit ça lui faisait vraiment plaisir d'utiliser ce mot. Il m'a dit, mais je sais pas, j'ose pas parce que j'ai peur qu'on pense que modernité c'est un mot ringard, alors que pour moi ça caractérise Pierre Hermé. Il disait que vous vous servez de la nostalgie pour aller vers l'avenir tout le temps, et que c'est en cela qu'il vous disait un être moderne et une forme de modernité. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, parce qu'on me parle souvent, moi, des goûts de l'enfance. Moi, les goûts de l'enfance, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas spécialement, mais mon savoir-faire et mon envie de créer, elle est pas liée à l'enfance, elle est vraiment liée à mes rencontres de goût, à mes émotions, à mes découvertes. Et donc, c'est en perpétuel mouvement et ce n'est pas lié au passé. Pour moi, le passé est intéressant, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie, mais on s'appuie sur le passé pour aller de l'avant. Et comme pour se propulser. Pour se propulser en avant. C'est pour ça que j'ai toujours... la maison Pierre Hermé a 20 ans. Et à un moment donné, on s'est dit peut-être qu'il faudrait faire quelque chose de rétrospectif. Mais pour moi, c'est juste pas possible. Parce que ce qu'il faut quand on a 20 ans, il faut... c'est très jeune. Et donc, il faut au contraire se propulser vers l'avenir. C'est pas évident pour tout le monde, c'est vrai. Il parlait de s'évader. Il disait, j'adore ce mot pour Pierre Hermé parce qu'il lui arrive, me dit-il, lorsqu'on a un déjeuner tous les deux ou une conversation, je le vois s'évader. Comme s'il ouvrait une bulle ailleurs, dans un autre monde. Ça vous fait sourire, j'aime beaucoup votre sourire d'ailleurs, pour inventer son monde à lui. Alors je me dis toujours, est-ce qu'il est en train d'inventer une pâtisserie, une nouvelle saveur ? Est-ce qu'il a eu une idée ? Et puis au début, ça le gênait visiblement. Et puis tout à coup, il dit, je le vois redescendre et revenir à la conversation. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous vous évadez ? Oui, c'est vrai que c'est... Alors je comprends que pour mon interlocuteur, parfois, ça peut être gênant, mais c'est vrai que c'est... Tout à coup, j'ai une idée qui vient, je pense à quelque chose, alors relié à la nourriture ou pas, mais et c'est vrai que ça peut étonner. Mais ça peut être la création d'une saveur nouvelle ou quelque chose que vous avez goûté qui vous a... Il n'y a pas de règle, c'est vraiment très très variable dans mais c'est un flash comme ça, une idée qui traverse mon esprit et puis
Il n'y a rien de... Enfin, c'est pas quelque chose qui est déclenché par mon interlocuteur, c'est vraiment... La création est permanente, en fait. C'est un flux continu dans votre esprit. Il disait aussi, et je trouve que c'est magnifique à entendre, vous dessinez d'abord vos créations. C'est-à-dire que lorsque vous avez une idée, elle passe d'abord sous la main du créateur et par le dessin. Alors, le dessin fait partie de mon approche dans le travail de création. Pourquoi ? Parce que le dessin, ça veut dire les différents éléments qui composent un gâteau, un chocolat, un macaron. Le fait de les dessiner, ça me permet de donner à comprendre l'architecture du goût aux gens qui travaillent avec moi. Donc c'est les différentes épaisseurs des couches, des crèmes, des biscuits, des garnitures diverses. Ça permet de donner à comprendre. Ensuite, j'ai besoin d'écrire aussi une recette lorsqu'il s'agit d'une partie d'une recette qui est nouvelle. Et donc, tout ça, c'est une façon de fixer sur le papier mes idées pour pouvoir aussi les transmettre à ceux qui travaillent avec moi. Vous gardez tout ça dans des petits cahiers, même si vous n'avez pas la nostalgie des choses, vous conservez tous ces dessins ? Alors, je garde les archives de dessins et de recettes, d'écriture de recettes depuis 1983. Donc, mais je les regarde très peu parce que, en fait, je les garde. C'est quelque chose qui me tranquillise de les avoir derrière mon bureau. Mais en même temps, je les regarde, je les consulte très peu. Et quand j'ai besoin de les consulter, je sais très précisément où aller chercher telle ou telle information. C'est étonnant. C'est étonnant que votre cerveau a déjà tout rangé. Mais comme c'est rangé, oui, effectivement, comme c'est classé par année, pour moi, c'est assez facile. C'est un moyen mémotechnique. Jean-Michel Durier dit qu'il est un créateur de parfums, qu'il fabrique des souvenirs, en quelque sorte, vous aussi. Parce que même si vous n'êtes pas tourné vers la nostalgie, vous allez fabriquer des souvenirs dans notre inconscient qui Quand sont les gens fabuleux. me parlent des gâteaux, c'est leurs souvenirs de goût, ce qu'ils ont ressenti. Encore hier, il y a quelqu'un qui m'a parlé du Mogador. Mogador, c'est chocolat au lait, fruit de la passion. Et la personne m'a décrit précisément son ressenti. C'est formidable. C'est un joli souvenir. Dans mon métier aussi, c'est de fabriquer de jolis souvenirs, d'émotions. Oui, mais je crois que le premier souvenir, quand on est adulte, quand on parle des grands-parents ou d'un moment où on a mangé quelque chose, moi j'ai le souvenir de la tarte aux pommes de ma grand-mère, il est fixé quelque part dans mes souvenirs de façon éternelle. Donc vous aussi, c'est un souvenir prégnant, j'imagine. Oui, d'ailleurs, et si on essaye de reproduire ce souvenir, de faire la même recette, on n'y arrive pas. C'est pas possible. Ouais. Alors que quand je vais croquer dans un macaron Pierre Hermé, le souvenir, il est prégnant et il revient tout le temps et j'y retourne tout le temps. Quel est votre plus grand souvenir gustatif, Pierre Hermé ? Ça peut être autre chose qu'une pâtisserie, mais... Oui, alors moi je me rappelle d'un premier déjeuner que j'ai fait chez Ferran Adrià en Espagne en 1997, qui pour moi a été j'ai pris un uppercut en pleine poire parce que ce type-là avait, je me suis dit là il y a du génie. Et à l'époque il était complètement inconnu du grand public. Et petit à petit, après, on a compris qui il était et il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, un formidable cuisinier qui a eu un apport considérable à la cuisine d'aujourd'hui. Alors, on a qualifié ça de cuisine moléculaire, mais pour moi, le guide de Ferran Adrià, c'était pas de faire de la cuisine moléculaire, c'était de créer des émotions et du goût. Et je peux vous dire que quand on goûtait sa cuisine, pour moi, il y avait des émotions. Et c'est important, c'est très important pour vous, ces émotions. On en a parlé tout à l'heure. Quelle est votre prochaine pâtisserie ? Quel est le prochain gâteau ? Donc c'est Pâques, c'est plutôt les chocolats, c'est ça que vous avez en ce moment beaucoup en tête ? En ce moment, je suis en train de finaliser, tous les chocolats pour Pâques. Et puis, je réfléchis déjà aux glaces de cet été. Et donc, c'est en work in progress. À quoi rêvez-vous donc à ça ? Qu'est-ce que vous inspire le monde en ce moment ? De l'inquiétude,
parce qu'il se passe des choses, ne serait-ce qu'en France, et donc ça génère de l'inquiétude, je crois, chez nous tous. On dit que le beau pourrait sauver le monde. Est-ce que le bon pourrait sauver le monde ? Si je peux modestement y contribuer, je serais très heureux. On dit que le beau, en tout cas, pourrait sauver. Qu'est-ce que vous aimez que l'on dise de vous ? Il fait de bons gâteaux. Parce que finalement, notre métier, c'est ça. C'est de faire de très bons gâteaux. Après, on peut monter, descendre, dire il y a ceci, il y a cela. Mais finalement, ce que moi j'aime, le seul compliment, c'est bon. Il fait de bons gâteaux, Pierre Hermé. Merci beaucoup, Pierre Hermé. Merci. Ce grand style que vous avez partagé avec nous, j'espère que tous ceux qui nous écoutent ont compris que le grand style, c'était quelque chose qui se faisait tout au long d'une vie, avec obstination, avec parfois des moments où on rate et puis des moments où on réussit. Et voilà, c'est un chemin. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous.